Alors bonjour à tous. Alors je suis très content et je suis très heureux d'avoir cette masterclass, d'autant plus qu'elle n'était pas, entre autres, obligatoire, donc elle était optionnelle pour ceux à qui ça faisait plaisir euh, de venir nous écouter. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes en alternance. Alors certains sont même au ski actuellement, mais on ne choisit pas toujours le planning parce qu'on a euh, un grand invité. Je crois que si pour la plupart que vous êtes ici, vous le connaissez déjà. Voilà. Donc, je crois qu'on ne présente plus. Hein. Oussama Hamar, euh, très suivi entre autres aussi par les jeunes, pas seulement. Hein, les grands professionnels l'ont suivi, mais la star de YouTube, la star de TikTok, entre autres. Alors, c'est vrai que j'avais lu un petit commentaire sur toi où tu disais avant, on m'écoutait longtemps sur YouTube. Maintenant, sur TikTok, en fait, on ne m'écoute plus qu'un petit instant. En fait, bon, c'est un peu dommage. C'est pas le Et, même truc. j'ai trouvé ça, il y avait beaucoup de cohérence. Et donc, je me suis dit, bah, moi, je vais recréer de la bande passante, je vais recréer du lien, je vais recréer du temps, en réalité, parce qu'on va te donner le temps de pouvoir, entre autres, t'exprimer, et non pas dans un format d'une minute 30, mais Ouais. de t'exprimer tranquillement, voilà, en prenant tout le temps. Alors, ce que je disais, Oussama, avant de se connecter, c'est vrai que euh, on l'a invité parce qu'il déchaîne des passions. Certains l'adorent, certains l'admirent. Il a une grande élégance et il a son pendant aussi, hein, de ceux qui ont peut-être moins d'admiration ou quoi que ce soit. Néanmoins, ici, ce qui est important chez Financia, c'est que nous sommes une école entre autres de liberté qu'on défend avant tout. Et on croit aux gens, et en tout cas, important de pouvoir échanger, de donner, entre autres, la parole, quelles que puissent être les rumeurs ou les problématiques qui peuvent être en cours. Mais voilà, là, ce qui nous intéresse, c'est quand même, je dirais, tout le travail qu'Oussama a fait, son expérience, au savoir, la manière aussi de le raconter, qui a son importance. Nous, on est une école, donc on peut avoir des professeurs très bons, mais s'ils ne savent pas raconter, c'est difficile. Et voilà, et donc on est très content. Et je vois que vous êtes plus d'une centaine, là, on est à plus de 120, entre autres participants. Donc, ça prouve bien, en tout cas, l'intérêt pour écouter ça. Bonjour Oussama, comment tu vas? Super, et toi? Ah bah, écoute, je suis là, donc euh, je suis vraiment ravi de t'avoir, pouvoir discuter, surtout de quelqu'un de très médiatique, hein, puisque je dirais, entre autres, dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que euh, tu es un petit peu décalé par rapport à ce qu'on imagine au private equity, hein, plutôt des gens de très grandes écoles, costume, cravate, excessivement sérieux, les avocats, les investisseurs, tout ce type de métier. Et donc, c'est vrai que je pense qu'on peut te considérer un peu comme un investisseur un petit peu, je dirais, atypique, hein, entre autres, dans ce milieu. Je pense que dans le cas du travail de Family, ça a amené beaucoup de fraîcheur sur une période avec beaucoup de startups, entre autres, et d'investisseurs. Et je dirais, moi, un petit peu pour te lancer et porter un petit peu conseil aux étudiants, toi qui as fait quand même un nombre très conséquent d'investissements, et j'imagine que tu as eu un flot de dossiers vraiment très conséquent avec le succès qu'a connu The Family. Qu'est-ce que tu recherches chez un entrepreneur, en fait? Euh, Quelles sont les qualités? Qu'est-ce qui te fait dire, après des centaines de dossiers vus, c'est sûr, on y va c'est celui-là qu'on voit, c'est lui choisi. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'au fur, et à au fur et à mesure des dossiers que j'ai vus, moi, j'ai surtout appris à ne plus être sûr. C'est-à-dire que quand on démarre le métier de l'investissement, on pense naïvement que le but du jeu, c'est d'être assez fort pour sélectionner les gagnants. Alors qu'en fait, le but du jeu, c'est d'être assez fort pour ne pas perdre les gagnants. En fait,
ce qui est vraiment grave dans le private equity, c'est pas de mettre de l'argent dans une mauvaise boîte, c'est de ne pas mettre de l'argent dans la bonne boîte. Et ça coûte une fortune. Parce que si tu mets de l'argent dans la mauvaise boîte et que tu perds ton investissement, tu perds un X. Mais si tu rates la boîte qui vaut 20 milliards, tu perds 5 000, 6 000, 7 000 X. Et donc, en fait, le sujet, c'est de réussir à couper ses instincts et à couper ses biais. Et savoir garder une ouverture d'esprit, une fraîcheur d'esprit qui est pas facile à garder. Parce que la plupart du temps, on a des jugements, on pense qu'il y a des choses qui sont bien, des choses pas bien, mais ce qui est intéressant dans le monde des startups, c'est que la plupart des startups qui réussissent, elles sont à l'intersection entre ce qui est une bonne idée et une mauvaise idée. C'est-à-dire que les bonnes idées qui ont l'air bonnes, bah, elles sont évidentes, elles sont faites par les grands groupes. Les bonnes idées qui, en fait, sont des mauvaises idées, bah, elles, de toute façon, c'est des mauvaises idées, donc elles n'ont aucun intérêt. Mais l'intersection qui est intéressante, c'est les bonnes idées qui ont l'air mauvaises. Et les bonnes idées qui ont l'air mauvaises, c'est le monopole des startups. Et c'est pour ça que c'est un métier très, très, très compliqué. D'ailleurs, moi, au bout de 2-3 ans dans The Family, j'ai compris qu'il fallait arrêter de regarder les dossiers, que de toute façon, la plupart des investisseurs de la place, avec leur business plan, leur deck, leur machin, enfin, c'était, pour le dire gentiment, du pipeau intellectuel, pour ne pas le dire autrement. Mais qu'en fait, le vrai sujet, c'était les hommes derrière et apprendre à connecter avec des équipes qu'on avait envie d'aider. Et ça, c'est l'alchimie humaine, ça ne s'invente pas, ça se raconte pas, mais tout le sujet, c'est comment on amène quelqu'un à se dépasser, comment on amène quelqu'un à faire beaucoup plus que ce qu'il aurait dû faire. Et de ce point de vue-là, ça ressemble un peu au sport de haut niveau. C'est-à-dire que la différence entre un champion et un type qui a de bonnes aptitudes, c'est la discipline de l'entraînement, c'est le fait d'aller chercher le maître supplémentaire, c'est de ne jamais lâcher. Ça se passe beaucoup au mental. Et les startups, ça se passe majoritairement au mental. D'accord. Donc, en fait, pour toi, si je comprends, il y a effectivement il y a le dossier, le deck, la présentation. Mais dis-moi si j'ai bien compris, pour toi, est-ce que tu me dis si je caricature, est-ce que tu te dis, bon, bah, peut-être qu'il a pas, il a un business plan, mais bon, on ne sait pas s'il va fonctionner ou pas, la technologie évolue, quoi que ce soit. Mais le type, il a les crocs, il a faim, il a des capacités, il a une compétence, et je pense que je peux l'amener d'un point A à un point Z. Est-ce que pour toi, c'est plus important d'avoir finalement l'entrepreneur, même si l'idée n'est pas certaine, ou tu considères que quand même, il faut un dossier solide? Je pense que le dossier ne sert à rien. Un bon entrepreneur avec une mauvaise idée, il peut faire une bonne boîte. Un mauvais entrepreneur avec une très, 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 très bonne idée, un très bon dossier, il va la détruire. Donc, c'est un métier dans lequel la seule chose qui compte, c'est l'homme et sa volonté, et sa capacité de transformation et sa capacité d'apprentissage. D'ailleurs, ce qui était le plus terrible à The Family quand on accompagnait des entrepreneurs, c'était les entrepreneurs qui posaient 2 fois la même question. Je m'étais rendu compte qu'un entrepreneur qui posait 2 fois la même question, c'est un entrepreneur qui n'allait jamais nulle part. Parce que c'est un entrepreneur qui hésite et deux, c'est un entrepreneur qui n'apprend pas. Et pire, qui n'est pas capable de prendre le risque de se tromper. Or, ce n'est pas le nombre d'échecs qui paye dans l'entrepreneuriat. On ne gagne pas dans l'entrepreneuriat en évitant de faire des conneries. Ce qui paye dans l'entrepreneuriat, c'est la magnitude des succès. Et vous pouvez échouer des milliers de fois. Il suffit d'avoir raison une seule fois. Et en fait, personne ne se souvient des milliers de fois où vous avez échoué. Les gens se souviennent que des fois où vous avez réussi. Ah, en effet, bon, bah, ça, c'est un point qui est important. Est-ce que tu pourrais, est-ce que tu as l'exemple concret d'une expérience que tu as eue d'un entrepreneur que tu as un peu, en tant que coach, hein, que tu porté en fait? Est-ce que tu as, un exemple qui t'a un peu plus marqué parce que j'imagine des fois, même en tant que coach, des fois, on peut être aussi, on peut se tromper soi-même aussi, des fois. Mais j'ai envie de me concentrer sur bah, justement, tu dis se rappeler des choses positives. Si tu peux, peut-être, si tu as à l'esprit une belle aventure
de quelqu'un que tu as pu bien appuyer et qui a peut-être dépassé ses espérances? Bah, tu sais, j'en ai plein d'histoires. En fait, ce qui est marrant avec les entrepreneurs, c'est que c'est comme Ratatouille. Je ne sais pas si vous avez vu le film Ratatouille, mais dans Ratatouille, il y a le chef Gusto qui dit Anyone can be a cook. Et puis, il y a ce critique qui a une opinion de la très haute cuisine et qui pense que n'importe quoi, tout le monde ne peut pas être chef. Et qui comprend à la fin le message de Anyone can cook. C'est pas que tout le monde va devenir un cuisinier, c'est qu'un cuisinier peut venir de n'importe où. Et les entrepreneurs, c'est la même chose. Il y a pas, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Mais le format de ce qui donne à être un entrepreneur et le format de ce qui donne à être une personne capable d'aller entreprendre, lui, il peut beaucoup changer. Et c'est ça, en fait, la clé. La clé, c'est de réussir à être dans des situations. Et on a eu des enfants de fermiers, des enfants de grandes familles. D'ailleurs, de ce point de vue-là, ce qui est marrant dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est un test humain tellement violent que vous soyez d'une grande famille ou que vous soyez de la rue, vous êtes à égalité. Parce que ce qui est trop drôle, c'est que les gens qui ont rien et qui viennent des quartiers ou de la rue, ils n'arrêtent pas de dire, ouais, moi, je sais pas ce que je fais, je viens de nulle part. Mais les gens qui viennent de quelque part, ils ont une pression encore plus grande. Heureux sont ceux qui n'ont rien, ils peuvent avoir quelque chose. Alors que ceux qui ont beaucoup, de réussir avec l'entrepreneuriat à faire quelque chose de mieux, c'est très, 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 très dur. Et de ce point de vue-là, l'entrepreneuriat est un test assez violent. Et, euh, et moi, j'ai une histoire qui me fascine. Il y a un entrepreneur de The Family qui n'arrivait pas à lever de fonds et qui allait fermer sa boîte. Et, euh, et il va déposer les papiers du greffe du tribunal. Puis il se dit quand même, je vais aller boire un dernier verre avant d'aller les déposer. Et en allant boire le verre, il tombe sur un investisseur, le convainc et prend un chèque. Et en fait, ça, c'est un mental de champion. C'est-à-dire que le type, il a dans son sac l'enveloppe pour aller déposer les papiers de liquidation, mais il arrive à trouver la force de convaincre quelqu'un comme si tout allait bien. Et ça en fait, c'est véritablement un test humain. On n'est pas tous égaux face à ce genre de test. Ah, en effet, j'en ai croisé quelques-uns comme ça. Euh, voilà. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce family. Tu as passé quand même un certain temps, puis tu as fait quand même beaucoup d'investissements, beaucoup de dossiers. Bon, depuis quelque peu de temps, beaucoup de bruit aussi, entre autres. Moi, ce que euh, j'aime m'intéresser à toi, c'est qu'est-ce que tu fais, bon, même si la presse parle beaucoup de toi, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui après The Family? Alors, tu me diras, parce que moi, j'ai lu, je n'ai pas trop le temps de lire, mais quand même, en travers, j'ai des mots qui me sont attachés à toi, hein, entre autres comme NFT, par exemple, comme musique, piano. Je crois que tu es un ami, un prodige musicien très proche. Et qu'est-ce que tu peux nous dire justement après The Family? Qu'est-ce que tu... Ouais, alors, le NFT avec Sofiane, ça m'a pris une semaine, hein. D'accord. C'était un projet pour faire plaisir à Sofiane et ça a très bien marché. Ça a permis à Sofiane de gagner suffisamment d'argent pour changer la trajectoire de sa carrière. Mais j'ai fait ça littéralement. On était dans le salon avec Sofiane. J'ai ouvert l'ordinateur. Je lui ai dit, tiens, comment on fait J'ai tapé dans Google comment on fait un NFT. À 18h, j'ai créé le site internet. À 24 heures après, on avait vendu la précelle. Et 2 semaines après, on avait fini le solde du premier batch. Donc, et on a pris une stratégie de très long terme. On a fait tout l'inverse de ce que les gens font dans les NFT. On n'a pas cherché la hype, on n'a pas cherché le sold out, on a simplement fait quelque chose qui faisait sens pour ses fans et pour sa carrière. Euh, donc moi, ce que je fais aujourd'hui, j'ai créé un hedge fund quantitatif. Donc je suis parti loin du monde du private equity. J'ai été dans le monde de la finance plus immédiate. Et alors, je fais le truc le plus immédiat du monde. Je fais de l'arbitrage market neutral en crypto.
Et je le fais uniquement en algorithmique. Donc aujourd'hui, j'ai une équipe de 15 quant. Euh, et, euh, et mon but, c'est de trouver des inefficiences de marché ou des bugs de marché. Mais c'est vraiment c'est marrant parce que c'est vraiment l'inverse de The Family. The Family, c'est des paris de 10 ans pour voir si on a raison. Là, c'est des paris de 3 heures pour voir si on avait tort. Donc, c'est pas la même chose. Bon, très bien. Et d'après ce qu'on a compris, bon, tu sais, je crois, parce que ça faisait partie d'une des questions où euh, j'ai l'impression que tu m'as dit que tu n'étais plus trop en France, hein, en fait, plutôt à l'étranger. Je crois que tu Non, ouais, résides à Dubaï, si ouais, c'est pas un souci. je vis à Dubaï depuis 2 ans. La vie est charmante. Pour le coup, c'est pas une ville, parce que là, il y a une question, y a-t-il des endroits plus fertiles à l'entrepreneuriat comme Dubaï ou autre? Euh, Dubaï, c'est une ville pour les entrepreneurs, mais c'est pas une ville fertile pour l'entrepreneuriat. Disons que c'est une ville pour entrepreneurs qui a déjà réussi. La vie y est invraisemblablement chère. Faut le vivre pour le croire. Mais par contre, quand on a de l'argent et qu'on est un entrepreneur, c'est vrai que c'est une ville un peu paradisiaque, quoi. Tout est facile, c'est très, très, très sécurisé, personne n'en parle. Il n'y a pas de... Il n'y a vraiment pas de problème à Dubaï. D'ailleurs, les gens qui ne se plaisent pas à Dubaï, je me demande où ils vont se plaire dans le monde, hein, parce que la barre, elle est vraiment, vraiment basse, quoi. Les écoles pour les enfants sont incroyables, la plage est belle, les gens sont beaux, en bonne santé. Ça, c'est un truc marrant parce que comme ils contrôlent vachement la santé des gens qui arrivent. Enfin, bref, l'hôpital est gratuit. Voilà. Mais bon, la barrière à entrer, c'est plutôt un endroit de retraite entrepreneuriale qu'un endroit de création de fortune. Bon, je pense que tu es encore assez jeune, hein, pour la retraite entrepreneuriale. Je pense que tu as encore Voilà, plein tu sais, d'idées, plein de choses à faire. la retraite entrepreneuriale est assez tôt. En fait, le problème c'est que dans l'entrepreneuriat, euh, je ne me vois pas repartir dans ce que j'étais capable de faire quand j'avais 20 ans. Et le problème, quand tu crées une boîte de zéro, alors là, je suis content de faire un hedge fund parce que c'est, enfin, comment dire, c'est une balade de santé pour moi. Et c'est une petite équipe. On fait des choses où l'argent est assez évident, c'est très discipliné, très data-driven. Euh, je ne suis pas en train de faire Citadel, quoi, ou Renaissance Capital. Je fais un petit family office qui ne traite que mon argent, et qui cherche une performance de 0,1% tous les 2 jours, et je suis content, quoi. Et quand on fait 0,1%, on coupe les ordis, on passe, et on va prendre des verres à la plage. Donc, c'est un mode de fonctionnement très lifestyle, en fait. Euh, mais c'est un vrai sujet. Par exemple, euh, j'ai très, très, très envie de créer une nouvelle boîte et de créer un studio de dessin animé en intelligence artificielle. C'est vraiment le projet qui m'obsède. Mais j'avoue que j'ai peur de le faire parce que je sais le prix humain de re-rentrer dans un cycle de 10 ans. Et c'est des cycles qui sont... Donc là, j'ai 37 ans, c'est-à-dire que je me dis, si je crée cette boîte, je suis bon jusqu'à mes 47 ans pour revivre ce que j'ai vécu à The Family, à savoir travailler 90 heures par semaine, pas avoir de week-end. L'entrepreneuriat, c'est un choc difficile quand on veut faire des choses vraiment très, très ambitieuses. Et ben, il faut oublier sa vie perso, il faut oublier sa santé. Alors, je sais bien que tout le monde sur LinkedIn, etc., parle d'équilibre, vie professionnelle, vie personnelle. L'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, c'est facile quand on ne cherche pas à faire des choses dans le 0,1%. Quand on essaie de faire des choses dans le 1% des gens dans le monde, c'est facile. Mais le 0,1, là, d'abord, le 0,1 est beaucoup moins successful que le 1%. C'est paradoxal, mais parce que les gens prennent beaucoup, beaucoup plus de risques dans cette tranche et ils se grillent beaucoup plus, quoi. The Family, ça a aussi mal fini parce qu'on était très ambitieux. Si on était des VC français moyens, on aurait fait un fonds de 300 millions, touché des management fees.
roupillés sur nos bureaux, mais on a voulu aller plus loin et on s'est brûlé les ailes, on s'est battu entre nous parce qu'on n'arrivait pas à être alignés sur la vision. Et l'ambition, ça coûte cher. Donc, effectivement, je ne suis pas un retraité, mais j'ai plus l'énergie et la niaque que j'avais quand j'avais 20 ans. Et je sais que si je crée un truc, je vais être en concurrence contre des gens qui ont 20 ans. Et les gens contre 20 ans, ils sont dangereux. Parce que moi, je me souviens quand j'avais 20 ans et je n'ai pas envie d'être face à ça, quoi. D'accord. Mais en gros, je ne sais pas si ce que tu dis ou peut-être que tu essaies de me faire croire ou tu essaies de te faire croire à toi-même. Est-ce que l'ADN que tu as eu quand tu avais à 20 ans, tout le travail que tu as fait là, alors je parle d'ADN, hein, c'est-à-dire, est-ce que c'est pas quelque chose qu'ont les entrepreneurs entre eux, dans eux, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on peut s'arrêter? Et est-ce que tu es capable de développer un business, on va dire, de manière slow, quoi. Voilà, c'est-à-dire que là, tu dis, ouais, ben, en fait, je vais peut-être prendre un peu de soin de moi, prendre un peu de recul, avoir une vie un peu plus équilibrée. Est-ce que c'est vraiment, quand c'est dans l'ADN de quelqu'un, est-ce que c'est vraiment possible, en fait? Ben, oui, oui, c'est possible. Je le fais depuis 2 ans, ça me plaît bien. Je pense que l'ADN, c'est aussi la capacité à choisir où on met le curseur. Je pense que quand on est entrepreneur, on comprend très bien la logique qu'il y a entre les choix qu'on fait et les décisions qu'on prend. Et, et donc, on est capable. Moi, je sais quelle est la barre d'ambition d'une boîte et de sa capacité. Et je sais que pour toutes les boîtes, il existe plusieurs versions. Tu peux ouvrir une boulangerie, tu peux ouvrir 10 boulangeries, tu peux ouvrir 1000 boulangeries. Mais le métier de gérer une boulangerie, ce n'est pas le même que le métier d'en gérer 10, qui n'est pas le même que d'en gérer 1000. Mais ça reste toujours de la boulangerie. L'entrepreneuriat, c'est la même chose. Faire une boîte lifestyle, faire une PME qui tourne bien, faire une grosse cash machine ou faire une startup qui a pour but d'être un leader mondial sur son marché, ce n'est pas la même. Tu prends mon idée de dessin animé, je pourrais très bien faire un studio indie assez cool avec des artistes. Mais si tu as envie de faire Pixar et d'aller concurrencer Disney, c'est pas la même histoire. Et c'est pas une question de qui tu es, c'est une question de ce que tu fais. Et d'ailleurs, ça, c'est, je pense, le point le plus important à passer à tous les étudiants qui nous écoutent aujourd'hui. Ce qu'on est, qui on est, c'est une illusion. Ce qui nous construit, Sartre, il a dit cette phrase qui me plaît beaucoup, c'est que l'existence précède l'essence. L'essence, c'est pas réel. On devient ce qu'on a envie de devenir par la pratique. Et même si on est mauvais, on peut recommencer, recommencer. Ce qui d'ailleurs, quand je disais tout à l'heure que l'entrepreneuriat est un test humain, c'est avant tout un test de détermination. Ce n'est pas un test d'intelligence, ce n'est pas un test de compétence. Il y a énormément d'entrepreneurs incompétents qui ont réussi. Il y a énormément d'entrepreneurs complètement cons qui ont réussi. Ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui ne réussissent pas, c'est la détermination. Et de ce point de vue-là, il y a énormément de gens intelligents qui vont nulle part parce qu'ils n'ont aucune détermination. Et la détermination, ce n'est pas facile parce que c'est un sujet euh, de quasi-religion personnelle. Ce qui fait qu'on va lâcher ou pas lâcher dans un moment, on va pousser ou pas pousser dans un moment, bah, ça tient à une question de mental. Si les gens veulent voir ce que c'est un entrepreneur qui fait une start-up à plusieurs milliards, ils n'ont qu'à regarder le documentaire sur Michael Jordan, The Last Dance. Dans ce documentaire, on voit un type qui est complètement fou. Il prend tout personnellement, il s'entraîne 10 fois plus que les autres, prend beaucoup plus de risques que les autres. Il a quelque chose de quasi messianique. Et bien ça, c'est ce qui fait les grands entrepreneurs. C'est leur capacité à aller au-delà de tout. Écoute, merci pour ces points. Alors, tu nous as parlé d'un documentaire. Est-ce que peut-être, je sais que tu es très documentaire, mais est-ce que peut-être, c'est une question d'un de nos étudiants, un livre peut-être à conseiller? Ouais, bien sûr. J'en ai même plein. Je vais vous donner une petite liste. Hop, je la pose dans le chat. C'est ma petite liste de livres, dessins animés et films favoris.
Ah bon, bah super. Voilà, donc vous avez en tout cas, vous avez la réponse. Bon, on a plusieurs questions, certaines tournent un peu à l'intelligence artificielle, bon là, entre autres la crypto, bon, tout toute une série de choses, heu, voilà, bon, je suis pas tout ça persuadé, bon, de parler sur des choses où technologique, on ne sait pas ce que ça va nous venir. Donc moi j'ai plus Alors, une question, Alfonso, si je peux me permettre, bien sûr. il n'y a aucun doute sur ce que la technologie va venir, hein. Je veux dire, les gens qui prétendent que le futur n'est pas évident en ce moment, je trouve qu'ils sont un peu de mauvaise foi. Oui. On a eu Non, la alors, preuve, ouais, on a eu la preuve que l'intelligence artificielle allait tout changer. ouais, Ça, ça c'est sûr. Après, souvent, tu sais, où il y a les poids, moi je regarde, bon, moi je suis un peu de l'autre côté, moi j'ai introduit beaucoup de sociétés en bourse, de poids. Et des fois, moi je partage son point de vue, c'est sur la qualité de l'entrepreneur en fait. Hein, même si une idée est mauvaise, il peut toujours pivoter. Par contre, ce que je toujours dis, ce qui est très difficile, c'est que nous, par exemple, un exemple, hein, nous, on travaille sur un petit projet de métaverse pour financer la business school, pour organiser des journées portes ouvertes, en fait, que ce soit un peu ludique, initier un peu les étudiants et voir un peu. Bon, j'ai pas encore sorti le projet, qui a déjà un logiciel spatial qui a fait qui a fait une évolution. Il faut tout recommencer à zéro. Et donc, je suis très humble sur la technologie, en sachant que il y a des évolutions. Il faut savoir, entre autres, les prendre. Parce que des fois, on peut se tromper de technologie, entre autres. Moi, en tout cas, je suis très humble, sur ce point-là, même si naturellement, en ce moment, il y a des reportages partout, même grand public, hein, sur l'intelligence artificielle. Donc, je pense que ça fait quelques années qu'on parle du dating, du fast dating, bref, de tous ces points-là. Justement, si tu as envie de t'exprimer un peu sur ta vision de l'intelligence artificielle, peut-être que est-ce que tu l'utilises dans le trading d'aujourd'hui, entre autres, ou comment tu la vois demain? Et pour ceux qui voudraient s'investir dedans, entreprendre dedans, est-ce que tu as un conseil? alors, il y a 4 niveaux. Niveau numéro un, il y a une façon très simple de ne pas tomber dans la hype technologique, c'est de regarder qui adopte la technologie. Et quand on voit ce que ChatGPT est en train de faire, il y a quelque chose de marquant, c'est que la courbe de ChatGPT, elle est la même qu'on ait 70 ans ou qu'on ait 20 ans. Et ça, c'est pas courant. Tu parlais du métaverse. Le métaverse, c'est un truc que personne n'utilise. Mm. Il n'y a personne qui vit dans le métaverse. Il n'y a personne qui a réussi à faire un usage tel que il y a des communautés de gens qui vivent dans le métaverse. À l'inverse, ChatGPT, il y a des gens qui l'utilisent 8 heures par jour, tous les jours, depuis 9 semaines. Par exemple, moi, 100% des gens dans ma boîte utilisent ChatGPT toute la journée. On fait toutes les codes review avec ChatGPT. On fait tout notre code completion avec ChatGPT. Et on réoptimise et refactorise notre code avec ChatGPT. Et, et en fait, il y avait un ingénieur dans notre équipe qui n'était pas très bon et que tout le monde voulait virer. Et depuis que ChatGPT est sorti, c'est le meilleur ingénieur de l'équipe. Parce qu'il était plus créatif que la moyenne, mais il n'était pas très rigoureux. Et d'un seul coup, ce n'est plus un sujet de rigueur. C'est vraiment un sujet créatif. Parce que ChatGPT écrira toujours mieux que toi, fera moins de fautes de ponctuation, sera plus rigoureux, plus structuré, mais il n'a aucune volonté. Il ne sait pas où aller. Si tu demandes à ChatGPT quoi faire, ses réponses sont assez décevantes. Mais si tu sais exactement quoi faire et que tu lui demandes de le faire, là, c'est un assistant hors norme. Et de ce point de vue-là, il est un peu comme c'est un peu comme si on avait un MBA qui savait coder et faire de la médecine. Il n'est pas très bon à avoir des initiatives, mais il est incroyablement bon à suivre des ordres. Et donc, ça amène au niveau 2, c'est que cette révolution, ça y est, elle est finie, elle est passée. L'intelligence artificielle, ce n'est pas un truc du futur, c'est un truc du présent. Donc, la grande course est lancée. On va rentrer dans une ère de l'intelligence artificielle invraisemblable, avec des challenges propres, des difficultés, des restructurations sociales. Ça va être d'une violence équivalente à l'Internet, sauf que Internet, ça a mis 30 ans pour arriver à maturité. Vu la courbe de l'intelligence artificielle, ça va mettre 5 à 10 ans.
Et quand on va vivre le même phénomène que l'Internet socialement, mais en 5 à 10 ans, avec un rebattement des cartes, ça va mettre énormément de gens sur la route, sur le côté de la route, parce que ce qu'on appelle intelligence, ce qu'on appelle être bon, n'est pas, ne va pas être défini de la même façon. Et ce qui amène au troisième sujet, qui est que si aujourd'hui on a 20 ans, 21 ans et qu'on ignore l'intelligence artificielle, on prend un risque quasi existentiel. Parce que l'intelligence artificielle va être tellement prédominante dans la vie de tout le monde que apprendre à l'utiliser, apprendre à le maîtriser, apprendre à aller à fond, apprendre à vraiment aller en profondeur et de façon créative sur ces outils-là pour devenir un super humain, ça va être un jeu. Et d'ailleurs, ce qui est complètement fou avec ChatGPT, c'est qu'on voit tout de suite la différence entre les gens qui sont structurés dans leur tête et les gens qui ne sont pas structurés. Et que comme toute exponentielle, l'écart de 1% entre quelqu'un qui est un peu plus que quelqu'un d'autre, comme l'outil est infini, bah, ça fait des écarts géants. Et on va assister, on va voir là, des gens qui vont être des hommes orchestres, qui vont créer des boîtes, avoir un support client, le lancer en 15 langues, et faire tout ça avec des équipes de 2 3 personnes hyper motivées et hyper brillantes. Là où avant, il fallait une armée de 100 personnes pour faire le même travail. Et ça va grandement, grandement changer carte. Et quatre, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Eh ben, on peut regarder. Alors, il y a des centaines d'outils. Je pense que euh, tout le sujet, c'est de réussir à maîtriser tout ça. Je vais mettre dans le chat là une petite liste. C'est la liste la plus complète que je connaisse euh, d'outils et de trucs. Cette liste comprend déjà 700 outils d'intelligence artificielle créés dans, dans moins de 6 mois. Et c'est des outils dans tout. Par exemple, quelqu'un posait la question de l'avenir de la finance dans l'intelligence artificielle. La finance va mettre des millions de traders et des centaines de milliers de banquiers d'affaires au chômage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans les banques, le niveau intellectuel moyen n'a fait que baisser. Les gens qui font de la finance sont beaucoup moins brillants qu'il y a 40 ans. Et on sait pourquoi, parce que les formations sont moins exigeantes, les métiers sont de plus en plus soumis à la compliance. On a demandé aux gens de plus en plus d'être des robots. Toi qui connais la bourse et les IPO, tu sais ce que c'était une IPO il y a 20 ans et ce qu'est une IPO aujourd'hui. Eh ben, on sait très bien que dans 10 ans, les documents et les prospectus d'IPO ils vont être écrits par des machines parce que le régulateur va être trop content que des robots infaillibles puissent écrire des informations financières. Et pour le meilleur et pour le pire, ce qui va d'ailleurs rendre l'économie très chiante, laisser moins de place à l'originalité. D'ailleurs, on l'a vu dans l'écroulement du nombre de boîtes qui étaient capables de faire IPO parce que les régulations sont devenues trop importantes, que ce soit en Europe ou aux US. Mais tout ça, en fait, ça participe à un phénomène de société qui est la fragmentation de la société. Comment les choses peuvent s'agencer, comment les gens vont rentrer en concurrence, comment les gens vont vivre dans leur bulle et de plus en plus ignorer le monde extérieur. Non, en effet, hein, c'est vrai que bah, nous, c'est des sujets qu'on connaît bien parce que Financial Business School, on a un master en compliance, hein, entre autres en conformité, qui Ouais, est classé ouais. numéro 1 en France. Donc on forme beaucoup de contrôleurs, de, de RCCI, tous ceux qui travaillent dans la finance, dans la banque, euh, sont confrontés à ce sujet. Nous, on a créé ce master il y a 10 ans parce qu'on savait que ce métier allait totalement exploser, en fait. Et c'est là où ils allaient embaucher énormément de gens. Donc, d'ailleurs, pour te donner une idée, avant, à côté de la place de la bourse, il n'y avait que des sociétés de gestion. Voilà. Et aujourd'hui, dès qu'une société de gestion elle ferme, les locaux sont repris par l'AMF. Ouais. Donc, donc, on voit bien que l'investissement, on veut aujourd'hui plus de contrôle, entre autres, plus de process. C'est vrai, ça enlève un petit peu de créativité, mais on est aussi dans une période de temps où il faut laver plus blanc que blanc, quoi. Je dirais, donc la créativité. Dans la banque, dans le recrutement, la créativité est vue comme un point très négatif, par exemple. Parce qu'on te Mm. demande, c'est de faire des tâches répétitives, mais de bien les exécuter.
que ta capacité soit bien exécutée. Et c'est vrai que c'est là on peut se poser la question avec l'intelligence artificielle, puisque si on enlève toute créativité, il faut juste répliquer que des mêmes tâches, mais de les faire très très bien. On peut imaginer que demain, un robot pourra, euh, pourra éventuellement, euh, pourra éventuellement réaliser. Après, c'est vrai qu'on a vu les métiers ont, les métiers ont beaucoup évolué, hein. Nous, on est une école spécialisée en finance. Donc, on connaît bien ce sujet et on connaît bien les jeunes. On reste assez positif, c'est qu'on a toujours des jeunes. Ben, nous, on a des jeunes qui ont monté leur entreprise, hein, d'autres qui sont des fois pas entrepreneurs, mais intrapreneurs, en fait, dans des boîtes. Il y en a qui ont développé des nouveaux métiers, entre autres, hein, en sortant de Financia. Et nous, ce qu'on leur apporte, c'est une culture forte, en fait, une culture du métier. Je pense que pour pouvoir innover, il faut déjà connaître un petit peu ce qui existe. Et puis tout le monde, je pense que tu l'as bien dit, tu le redis tout le temps, hein, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, hein. C'est un sport d'élite, hein. Et puis il faut en payer le prix. Faut accepter accepter de pouvoir en payer le prix. Donc voilà, je sais de quoi exactement de quoi on parle et de cette énergie, entre autres, qui doit être là. Parce qu'on va bientôt, je ne vais pas abuser de ton temps parce que je t'avais promis une petite intervention et pas de faire passer la soirée là. Bon, il y a plein de questions actuelles. Moi, j'avais, ce que je veux dire, une qui fait un peu la synthèse de beaucoup, c'est qu'est-ce que tu conseillerais à, bon, je sais que tu n'es pas comme moi, tu n'es pas chef d'établissement, d'école, mais et moi, souvent, les gens, les étudiants viennent me poser la question. Des fois, une question un peu large, je sais, mais quel conseil tu pourrais amener à ces jeunes, en tout cas, qui nous, la plupart, vont avoir un bac+5 en finance, hein, alors avec des différentes spécialités, hein, immobilier, gestion de patrimoine, même conformité, bref, tous les domaines. Certains vont entreprendre, peu, mais ce qui paraît normal. Beaucoup vont travailler dans la banque, beaucoup vont créer leur entreprise après quelques années d'expérience, entre autres. Bref, autant de. J'aime bien individualiser parce que les gens sont pour moi tous uniques et donc ils ont des parcours. Mais quel conseil tu pourrais donner après l'expérience, tu as quand même une riche expérience, à ces jeunes étudiants? Je pense qu'il y a trois choses très importantes à faire. Être très curieux, prendre des risques et avoir peur de rien. Je pense que la peur, elle est incroyablement structurante et c'est très, 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 très dangereux d'avoir peur jeune, alors qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Euh, et c'est très important d'avoir conscience de ça, qu'on n'a rien à perdre. Euh, et le problème, souvent, quand on est jeune, c'est qu'on a l'impression, c'est toujours la peur du bon choix. Se dire, il faut que je prenne le bon métier, la bonne carrière, passer les bonnes étapes et tout. Alors qu'en fait, ça compte beaucoup moins que apprendre les bonnes choses. Euh, et et c'est hyper important de réussir à apprendre les bonnes choses et de faire les bonnes choses en prenant plein de risques. Plus on est jeune et plus on peut se permettre de prendre des risques. Et c'est hyper, hyper, hyper important de prendre des risques. Super. Bah, écoute, merci beaucoup. Plaisir. Pour ceux qui auront encore des questions, n'hésitez pas. On aura l'occasion de se rencontrer et je pourrai lui poser les questions en off et vous les rapporter. En tout cas, merci beaucoup pour ta vision des choses, entre autres pour ton éclairage, parce que pour nos jeunes, tu es souvent suivi, entre autres, sur les réseaux. Et je pense que là, tu as eu le temps de pouvoir, en tout cas, t'exprimer un petit peu plus que sur TikTok, voilà, et sortir un petit peu de la punchline et aller un petit peu quand même un petit peu en profondeur. Voilà, et tu as souvent vu très éloquent, et donc on suit ta parole avec plaisir.
merci beaucoup pour ton temps consacré. Bonne chance pour tes activités, entre autres, Merci Hedge Fund, beaucoup. entre autres, à Dubaï. Et je pense qu'on va tous suivre un petit peu la suite de ton parcours, parce que tu Merci ne laisses beaucoup. pas indifférent les gens. Et je suis persuadé qu'on entendra parler de toi. En bien ou en mal, mais en tout cas, parler de toi, les médias t'adorent. Donc, ça c'est un point. En tout cas, merci pour Merci à ton ton temps, tour. Merci tout le monde. de générosité, en tout cas, Plaisir. envers Plaisir. nos jeunes étudiants. Et merci beaucoup d'avoir accepté À bientôt. notre invitation. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir. À très bientôt.